Bonjour à toutes et à tous et bienvenue, bienvenue sur les ondes pour nous rejoindre depuis la place Kléber. Alors je voudrais faire un petit clin d'œil à la place Kléber. De qui s'agit-il? C'est Jean-Baptiste Kléber. Jean-Baptiste Kléber qui était un général français qui s'est illustré lors des guerres, des révolutions françaises et notamment la guerre de Vendée, la guerre d'Égypte. Alors je trouve que c'est assez intéressant d'avoir ce petit clin d'œil pour parler de l'impact de la réforme en Europe. Une Europe mouvementée et cet impact n'a pas eu lieu seulement ailleurs mais aussi en France en ce qui concerne la mission populaire. Bonjour Philippe Verseil. Bonjour Edouard. Donc vous êtes secrétaire général de la mission populaire. C'est quoi la mission populaire? Parce que vous venez d'arriver, me semble-t-il, vous venez juste de poser vos bagages à la rue de Clichy à Paris. Pas complètement posé, surtout quand on vient de Nîmes, on a du mal à les poser à Paris. Mais la mission populaire, c'est une longue histoire. Ça démarre juste après la Commune. Un Anglais, Robert McCall, débarque à Belleville et est un peu interpellé par la situation, la misère, les préoccupations des ouvriers qui sont là. Et il est interpellé par un des ouvriers qui lui dit si vous nous apportez une parole de liberté et de vérité, alors on vous suivra, on vous écoutera. Parce que tous ces ouvriers étaient bien sûr en très grande distance, rupture, interrogation par rapport aux institutions ecclésiales. Et donc à partir de là sont nés un certain nombre de lieux de présence dans le mouvement revivaliste du 19e siècle, qui petit à petit s'est préoccupé très rapidement de la situation, de l'inalphabétisation, de problèmes d'alcool. C'est la Croix-Bleue aussi qui était intervenue à ce moment-là. Et puis cette présence au sein des mouvements ouvriers, des lieux populaires, s'est développée, et avec en même temps un souci de plus en plus affirmé de travailler sur les causes de ces situations difficiles, et pas seulement d'être là dans une démarche humanitaire et palliative. Et donc, on avance dans le temps, bien sûr, et une grande présence, une grande écoute de l'analyse de ces situations, un grand suivi des luttes syndicales, des luttes ouvrières, et une présence dans le monde ouvrier, un peu en lien aussi, ou en rapport avec les prêtres ouvriers, les pasteurs ouvriers à ce moment-là. Donc un mouvement qui s'ancre dans tout le christianisme social à ce moment-là de façon importante. Alors quand on dit un impact de la réforme, c'est un impact collatéral, parce que ce n'est pas à la demande d'une église locale, parce que le protestantisme commence à se structurer à cette époque-là. C'est autre chose qui se passe là. C'est quoi la mission populaire? C'est un mouvement, c'est une association, c'est une église? Alors c'était une mission, effectivement, et la volonté de McCall, c'était d'être en dehors des églises instituées. Il y avait deux grands axes: être à l'écoute des demandes et des positions politiques et des positions sociales du monde ouvrier, du monde et des milieux populaires, et être en dehors des institutions ecclésiales. Alors après, les choses ont évolué, bien sûr, les rapprochements se sont faits, les tensions aussi se sont faites, parfois sont apparues. La fraternité n'est pas une chose évidente. Peut-être qu'on en sait encore quelque chose aujourd'hui entre différentes théologies, entre différents tenants de théologie, entre des questions de pouvoir aussi et de développement de lieux d'influence. Mais cette mission, pour finir, donc, est entrée au sein de la Fédération protestante de France en tant qu'Église. C'est donc une Église avec cette volonté d'être une institution très libre, qui ne soit pas justement peut-être trop prise dans des enjeux institutionnels et des enjeux de pouvoir qui bien souvent paralysent l'histoire. Comme c'est aujourd'hui une petite structure, il y a une douzaine de postes qui s'appellent des fraternités. Donc on est bien dans notre lieu, dans la thématique ici, et puis voilà, dans le projet effectivement d'être des lieux de fraternité, des lieux d'échange, des lieux ouverts, des lieux où les convictions, les différentes les unes des autres, que ce soit des convictions politiques, des convictions religieuses, des convictions philosophiques, puissent non seulement s'exprimer, non seulement être en dialogue, mais puissent trouver leur place. Alors, on parle aujourd'hui de la théologie inclusive en général pour cibler tout ce qui concerne
le mouvement des LGBT, etc. Mais je crois qu'il y a une vraie volonté de développer aujourd'hui encore une théologie inclusive, c'est-à-dire que tout le monde, quel que soit, j'allais dire, son positionnement, ses convictions, quelles que soient ses foi, puissent trouver dans ces fraternités un espace qui est bien leur espace et qu'ils puissent être acteurs avec les autres dans ce développement de lieux fraternels. Alors ces lieux de fraternité où se vit une solidarité, est-ce que c'est une fraternité qui est tournée principalement vers des croyants, vers des protestants? Est-ce que c'est une fraternité beaucoup plus large? Et comment est-ce que la mission populaire vit ou cohabite entre ces deux tensions, entre le fait d'être une église et puis d'être engagée sur le plan social avec toutes les exigences de la République française? Je crois que c'est un vrai défi et c'est le vrai projet de la mission populaire, d'être articulé autour de trois fondements, l'évangile, l'engagement social et l'engagement politique. Et je crois que c'est bien cette articulation qui est intéressante, qui est complexe dans la vision de la laïcité qui parfois dans notre monde dans notre société française devient plutôt une conception de la laïcité comme une neutralité, comme reléguer tout ce qui est de l'ordre des convictions, en particulier des convictions religieuses dans le domaine privé, alors que nous croyons effectivement que notre conception de l'homme et de la société, c'est que ces trois dimensions sont importantes. Alors, ça ne se fait pas sans difficulté, ça ne se fait pas sans tension, ça ne se fait pas sans des positionnements en interne divers, mais je crois que c'est vraiment l'objet de pouvoir développer ces lieux qui soient des lieux ouverts avec une conception de la spiritualité ouverte et inclusive. Alors 19e siècle, le monde ouvrier qui est visé parce que sensibilisé, interpellé. Mais je voudrais, dans la deuxième partie, juste après la pause musicale, parler justement des réalités d'aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans la même réalité du 19e siècle. Le monde ouvrier n'est plus le même. Donc je serais intéressé d'entendre un peu l'analyse que fait la mission populaire de notre monde aujourd'hui. Hein, Michel? Oui, on vous retrouve dans quelques instants. Revenons, Macaulay, donc 19e siècle, s'inscrit dans la continuité de cette Europe bouleversée par le protestantisme. Il s'inscrit donc dans une réalité nouvelle, mais cette réalité a changé depuis. Donc le monde ouvrier, qu'en est-il aujourd'hui et comment la mission populaire réfléchit et prend en compte cette réalité nouvelle? Effectivement, le monde a bien changé. Les implantations même, parfois, qui étaient dans des lieux populaires, sont aujourd'hui dans des lieux qui ne sont plus forcément des lieux les plus populaires des villes dans lesquelles ces fraternités sont implantées. Et c'est vrai que aujourd'hui, les besoins ont changé, ont évolué, et on est davantage aujourd'hui des lieux de service, de présence, d'action auprès de populations qui sont des populations plus ou moins exclues de la société, plus que vraiment dans les milieux populaires. Je crois qu'il y a un vrai changement, un vrai bouleversement, mais on reste effectivement aussi à l'écoute de l'ensemble des luttes sociales, des interrogations qui se passent sur la construction de la société, sur la place de tous ceux qui sont les petites mains de cette société et qui sont bien souvent sans voix, sans parole et sans capacité de vivre normalement. Alors justement, ces personnes donc sans voix, c'est pas seulement dans l'Hexagone, mais votre expérience montre que la solidarité et la fraternité dépassent les frontières, et vous avez vous-même participé à cet acte de fraternité avec les protestants d'Haïti. On va dire que Haïti, c'est le prolongement de l'histoire de France. Je ne suis pas sûr que les Haïtiens aiment beaucoup qu'on dise que Haïti soit le prolongement de l'histoire de France, mais c'était quand même une histoire qui était très mouvementée, et c'est une fraternité difficile là aussi. Mais c'est vrai que je suis parti en Haïti après le tremblement de terre, donc en 2010, envoyé par la Fédération protestante de France pour travailler avec la Fédération protestante d'Haïti pour la mise en place d'un département reconstruction, un département projet au sein de la Fédération. Et c'est la fédération protestante locale qui prend en charge. Comment s'est faite cette solidarité, ce circuit justement de relations? C'était des relations qui s'inscrivaient déjà dans des relations de plus de 20 ans, puisque dès la création de la Fédération protestante d'Haïti, après le départ de Duvalier, donc en 1987,
Duvalier 86 et la fédération s'est construite en 87, à un moment où la société civile pouvait enfin se structurer un peu en Haïti. La fédération est née au sein d'églises extrêmement éclatées, extrêmement diverses, influencées par des églises américaines et souvent des églises du sud des États-Unis. On sait ce que ça veut dire au niveau de la théologie, de la vision aussi politique que cela porte. Et un certain nombre de responsables d'église ont voulu structurer une fédération plus ouverte, plus œcuménique et en lien du coup avec la Fédération protestante de France. Haïti est francophone aussi, donc il y avait des liens aussi linguistiques, mais plus que ça, je crois qu'il y avait une vraie volonté de structurer des liens entre des églises extrêmement diverses et éclatées, un peu... Je ne sais pas si c'est sur le modèle, mais dans la dynamique de la Fédération protestante de France. Donc plusieurs collaborations ont eu lieu, plusieurs échanges ont eu lieu, plusieurs programmes avaient été montés, plusieurs aides avaient été apportées, et en particulier une plateforme au sein de la Fédération protestante de France s'était structurée déjà pour pallier un certain nombre de drames dus à des ouragans en Haïti. Et c'est vrai que cette plateforme a été réanimée encore après le tremblement de terre de 2010. Et le grand intérêt, c'est que justement cette collaboration, c'est vraiment une collaboration de fraternité, c'est-à-dire que c'est pas une action extérieure dont les tenants, les aboutissants et les financements viennent de l'extérieur et avec une vision simplement, d'une action humanitaire, mais c'était vraiment, et ça reste vraiment cette collaboration, une volonté d'accompagner la propre prise en charge, le propre développement, le propre questionnement et le propre type d'action des personnes auprès desquelles on va. Donc moi j'ai travaillé, j'étais le seul Français au sein de la Fédération protestante d'Haïti, j'ai travaillé pour l'équipe haïtienne en place. Et je crois que c'est vraiment aussi ce qui nous démarque bien sûr dans les liens entre églises, entre communautés, c'est ce qui nous démarque de cette vision humanitaire qui n'est plus malheureusement la vision tiers-mondiste des années 60, qu'on voit au sein d'un grand nombre d'organisations non gouvernementales. Alors, dernière question. La mission populaire est née par une envie de liberté. Aujourd'hui, on a le sentiment que la liberté est presque présente, mais toujours fragile et en danger. Comment la mission populaire se saisit toujours de ce sujet-là pour libérer les personnes avec lesquelles vous travaillez, qui se trouvent dans des situations ou dans des zones géographiques chez nous, en France, dans l'Hexagone, très difficiles? Ouais, je crois que c'est le même défi de tout temps. Hein. C'est à un moment donné, je crois que les personnes elles-mêmes, je ne sais pas si on peut parler vraiment de liberté. Je crois que l'important, c'est la capacité de se libérer. C'est la libération qui est importante. Et je crois que toute personne a cette capacité. Simplement, peut-être parfois, et même peut-être toujours, cette capacité de libération, on doit la vivre ensemble. On doit la vivre à plusieurs. On construit sa propre libération avec celle des autres. Je crois que c'est cette démarche-là, cette dynamique-là, cette volonté-là, à travers l'ensemble des compagnonnages, à travers l'ensemble des aides, à travers l'ensemble des programmes qui sont faits, des actions qui sont menées, que nous puissions ensemble construire effectivement des lieux de fraternité. On est dans un monde où on parle de liberté, d'autonomie, d'indépendance. C'est certainement des termes qui ont une grande valeur. Je crois qu'aujourd'hui, il nous faut reconstruire une interdépendance fraternelle. Je crois que ça, c'est une dimension importante. Philippe Verseil, merci beaucoup. Et pour les auditeurs qui ont envie d'en savoir un petit peu plus sur la Mission populaire, il suffit de taper sur n'importe quel moteur de recherche, Mission populaire évangélique de France, et vous aurez toutes ces informations. Voilà, Michel. Merci. Merci beaucoup à tous les deux. Redouane Esbanti de Radio Alliance Plus à Nîmes, que vous pouvez entendre sur le combien, Redouane ? Le 103.1 dans la région nîmoise. Voilà, et merci beaucoup Philippe Verseil d'être venu jusqu'ici.